Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine et pour parler de 4 sujets qu'on va découvrir tout de suite. En images, ce matin, à l'heure du laitier, les CRS sont entrés à l'université de Tolbiac pour en évacuer les étudiants qui bloquaient cette institution. Est-ce que ça a trop tardé? Est-ce qu'il était temps? Ou est-ce que c'était trop tard? Nous vous interrogerons sur ce sujet. Si vous partez en week-end en Normandie, faites attention, il y aura des voitures banalisées avec des radars à l'intérieur, confiées à des opérateurs privés pour poursuivre les conducteurs trop rapides, ceux qui dépassent les limitations de vitesse. Est-ce que c'est choquant, cette privatisation des radars? Nous nous poserons la question. Et puis on s'interrogera aussi à Marine Le Pen. Un sondage est paru dans Paris Match, certes un peu artificiel, mais quand même intéressant, qui dit que si l'élection présidentielle, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce week-end, eh bien c'est la présidente du Front National qui arriverait très largement en deuxième place, distançant aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Laurent Wauquiez. Est-elle indestructible? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis nous allons parler de cyclisme aussi, de Lance Armstrong, le septuple, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vainqueur du Tour de France, qui a perdu ses titres après avoir été convaincu de dopage et qui, en payant 5 millions de dollars, va échapper à des poursuites judiciaires aux États-Unis qui auraient pu lui en coûter 100. Est-ce que tout roule pour Armstrong? Est-ce que tout s'achète? On va se poser la question avec nos 4 invités. Bonsoir Véronique Reissoult. Vous êtes la présidente de Densu Consulting. Vous êtes aussi chroniqueur dans le débat des grandes voix d'Europe 1, dont nous saluons la performance d'audience enregistrée lors de la dernière mesure. Bonsoir, Georges Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir à Guillaume Bernard, maître de conférence à l'ICES et auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. C'est publié aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis Hervé Nathan, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, est là aussi. Bonsoir, cher Hervé. Bonsoir. On montre évidemment la couverture de votre excellent hebdomadaire consacré à la France des extrêmes. Eh bien, ça tombe bien, on va parler des extrêmes parce que dans votre couverture, vous faites allusion aux violences dans les universités. L'évacuation de Tolbiac a eu lieu ce matin. Vous allez pouvoir réagir sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Est-ce que selon vous, cette évacuation arrive trop tard? Si cette évacuation a mis du temps à se faire, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà ce qu'explique ce matin Jacqueline Gouraud, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. C'était ce matin sur Public Sénat. S'il y a eu intervention ce matin, c'est parce que les conditions étaient réunies pour que il y ait le moins de risques possible. Je dis le moins parce qu'on n'est jamais sûr à 100% quand il y a une intervention, le moins de risques possible sur le plan humain. Voilà, alors il est trop tôt encore pour savoir si vraiment il y a eu un bilan sans aucun blessé. En tout cas, si tel est le cas, Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, a son explication. Il l'a donnée ce matin sur RMC. Là, il y a une mise en scène. On pourra faire le lien, on va en parler. La ZAD, les cheminots, on veut affronter. Là, il y a une volonté de montrer des muscles, d'envoyer la police. D'ailleurs, ils étaient tellement violents qu'en quelques minutes, tout le monde a évacué à Tolbiac. Il n'y a pas eu beaucoup de violence, apparemment. On est d'accord. Donc tout ce qui est bien passé à Tolbiac, l'évacuation. Ça a été bien. Mais j'entends bien. C'est bien effectué. C'est bien la preuve. Chacun a bien fait son travail. C'est bien la preuve surtout qu'il n'y avait pas cette situation d'ultra-violence dangereuse. Sitôt que les forces de l'ordre sont apparues, les étudiants, personne n'a résisté, personne n'a envoyé de cocktail Molotov. Non, je ne suis même pas sûr qu'ils existaient. Alors Nathan, il était temps de mettre fin à ces désordres? Disons que le gouvernement craint la zadisation de certaines facultés, c'est-à-dire l'espèce d'occupation dans lequel les revendications de départ sont dépassées par des groupes qui poursuivent des buts politiques plus radicaux. Là, ce qui est un peu ce qu'on a vu sur la ZAD. La ZAD, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'exemple que je voulais prendre. On veut la fin du projet d'aéroport, on l'obtient. Ensuite, on veut un projet collectif. Et puis, on veut un projet collectif d'occupation du sol, et ça se transforme en bagarre rangée avec des gens qui ne sont pas du tout agriculteurs. Voilà, c'est ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que nous expliquons dans notre journal, c'est en vente cette semaine. Et le gouvernement craignait un peu ça. Je dois dire que, d'après nos informations, ce que dit Mme Gouraud n'est pas faux. C'est-à-dire, la préfecture de police et les spécialistes du maintien de l'ordre ont beaucoup de réticence à intervenir, spécialement dans Tolbiac, quand on connaît l'architecture de cette université. C'est une tour en hauteur, et c'est vrai que faire une intervention musclée là-dedans, c'est très dangereux, d'autant plus que les fenêtres
qui donnent depuis les étages sont connues pour tomber toutes seules. Donc je vous laisse imaginer. Et ça fait un truc, c'est quelque chose, et c'est ce que les policiers ont dit, nous on ne veut pas intervenir dans un truc où les fenêtres risquent de tomber, et les gens qui sont derrière les fenêtres avec. Ils ne veulent pas être responsables de ça. Donc ça, c'est un peu le climat. Voilà, donc il y avait ça. Quand il s'est agi de la Sorbonne, qui était très symbolique, et 50 ans après mai 68, en 2 heures, l'appel du président de la Sorbonne a été entendu et exécuté. Donc il n'y avait pas l'idée de on fait pourrir. Par exemple, ça a couru, ils m'ont laissé pourrir Tolbiac. C'était pas ça l'idée. Le président de la République, dimanche dernier, Georges Kuzmanovic, disait qu'il y avait des agitateurs professionnels. Il pensait probablement très fort à vos amis de la France Insoumise. Quelques-uns sont intervenus, à Tolbiac, Thomas Guénolé notamment. Est-ce que, à votre avis, il y a un objectif politique dans cette évacuation ? En termes d'agitateurs, j'aimerais rappeler à M. Macron qu'à l'époque de 68, un certain Denis Kessler, qui est un grand patron et qui était numéro 2 du MEDEF, avait écrit, si je me semble, quelque chose sur la révolution prolétarienne armée absolument nécessaire. Je suis très étonné de voir autant de gens ex-68ards qui ont occupé les universités, voulu un changement du monde, se plaindre maintenant que la jeunesse veuille changer le monde et le renouveler. Le vrai souci, c'est que ce gouvernement a eu très très peu de consultations, de négociations avec les étudiants, et il fait la même chose à peu près partout, et en particulier avec les syndicats. Et les problèmes, c'est qu'il y aura des zones de résistance qui sont tout à fait pacifiques, hein, comme l'a dit Alexis Corbière. Les étudiants sont sortis relativement rapidement, il n'y a pas eu de combat violent, donc c'est un peu exagéré. Et puis, c'est tout mettre le focus sur des soi-disant extrémistes. C'est oublier qu'il y a un certain nombre de tags antisémites, donc je ne pense pas ont été faits par les militants d'extrême gauche, ils ont été faits, je pense, par des militants d'extrême droite qui aussi sont intervenus dans cette université comme dans d'autres. Si, il y a des tags antisémites. Voilà. Tant qu'il les a écrits, oui, c'est pas sûr que ce soit forcément... En tout cas, je ne pense pas que ce soit... Il y a des centaines de milliers d'euros de dégâts, du matériel informatique qui a été saccagé. C'est quand même une drôle de façon de faire la révolution, non ? Oui, il faut voir par qui ce matériel a été saccagé et dans quelle mesure, si ce n'est pas exagéré. Il me semble que l'UNEF a dit que les chiffres étaient un peu exagérés. Encore une fois, c'est faire les photos, c'est impressionnant quand même. Hein. Oui. Tolbiac, c'est un peu ravagé, non ? On peut faire un dessin, une infographie assez amusant entre les dégâts faits par quelques étudiants pour avoir occupé parce qu'ils n'ont pas été suivis et les 5 milliards donnés aux riches. Je pense que c'est assez... Oui. Non, mais ça justifie pour vous les dégradations ? Non, ça ne justifie pas, mais c'est intéressant. C'est aussi une forme de dégradation du pouvoir de l'argent public que de donner à ceux qui en ont déjà pour les mettre hors de France et dans des banques à l'étranger, puisque c'est ce qui sera fait. Donc non, le problème, c'est d'évoquer le souci principal qui est là, et c'est un problème, c'est un projet de civilisation. Monsieur Macron et son équipe privatisent à tour de bras, et il y a une résistance dans les universités parce qu'il y a une privatisation. En tout cas, il y aura une sélection par l'argent à l'avenir, oui, lorsque ces mesures seront mises en place. Et j'attends avec impatience comment le gouvernement va réagir lorsque de très très sympathiques et honnêtes lycéens vont se rendre compte, lorsqu'ils auront leur résultat du bac, du chaos total que leur système aura provoqué, c'est-à-dire les milliers qui n'auront aucune place à l'université ou qui auront eu des places là où ils ne le souhaitaient pas. Guillaume Bernard, il me semble que vous aviez exprimé sur ce plateau des réticences un peu de principe quant à l'intervention des forces de l'ordre dans l'université, tout en disant il y a parfois des moments où c'est nécessaire. Là, ça l'était pour vous, il était temps ? Oui, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui hypothèquent l'avenir de leurs congénères, il est absolument nécessaire d'intervenir. Moi, objectivement, la présence de la police dans une université, ça ne me satisfait pas parce que symboliquement, c'est la présence des forces de l'ordre dans un lieu de liberté et de recherche. Donc, par conséquent, ça ne peut pas me satisfaire. Mais à partir du moment où vous avez des blocages, vous avez des piquets de grève, vous avez des personnes qui empêchent les autres de travailler et en particulier de préparer sereinement leurs examens, c'était nécessaire qu'il y ait cette intervention. Cela dit, je crois qu'elle était quand même plus tôt à prévoir cette intervention dans le sens où le gouvernement ne peut pas véritablement laisser pourrir la situation. Il a besoin de prouver qu'il est capable de tenir l'ordre, notamment, je dirais, de pouvoir aller jusqu'au bout des réformes qu'il préconise. C'est un autre sujet, mais enfin, ça se tient tout de même. On sait bien qu'il y a une dette publique abyssale et que par conséquent, il faut qu'il puisse prouver aux créanciers de la France
que, eh bien, il peut réformer, allant dans un certain sens pour pouvoir assumer, je dirais, la pression fiscale sur un certain nombre de personnes. Je passe, c'est pas directement le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il ne pouvait pas laisser pourrir la situation parce que, contrairement à mai 68, où dans le fond, il y a eu un basculement de mai 68, où comment dire, les syndicats sont devenus vraiment dangereux pour le gouvernement. Mai 68 est devenu dangereux pour l'exécutif à partir du moment où les syndicats ont décrété la grève générale. Le mouvement des étudiants, c'était de l'agitation, mais ce n'était pas dangereux pour l'exécutif. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique, le Parti communiste, de syndicats suffisamment forts pour pouvoir canaliser les choses. Je vous rappelle quand même que mai 68 s'arrête à partir du moment où les syndicats sifflent la fin de la récréation, à partir du moment où les accords de Grenelle sont signés. Là, il y a une incapacité, parce que c'est une pluralité de petits mouvements activistes et comment dire, très minoritaires, mais actifs, il n'y avait pas véritablement moyen de négocier avec eux. Et donc, par conséquent, s'ils laissaient pourrir la situation, ça n'était pas comme un mai 68 avec la possibilité de mettre fin, je dirais, aux agitation en allant par exemple à Baden-Baden pour négocier avec des émissaires soviétiques ou inversement. Ça, c'est le général de Gaulle. Bien sûr, bien évidemment. C'était avec les soviétiques à Baden-Baden. On ouvrira ce chapitre une autre fois, mais c'est un scoop. Et donc évidemment, vous n'avez pas le PC. Contrairement à 68, vous n'avez plus le PC capable de négocier et de mettre fin à la récréation. Et donc par conséquent, il fallait intervenir automatiquement. Le général de Gaulle n'est plus là et le PC non plus, ou en tout cas dans un triste état. Avant de passer la parole à Véronique Reissoult, quelques commentaires, car bien sûr vous avez la parole. Donnez votre point de vue sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Twitter. Jean-Luc nous dit qui va payer les dégâts? Les parents des étudiants? Point d'interrogation. Plus probablement les contribuables, sans doute. Michel nous dit en tant que président d'université, plutôt le président d'université a la possibilité de faire suspendre les bourses Crous des étudiants bloqueurs et d'exiger le remboursement s'ils ne se sont pas présentés au TD et au cours. Tandis que Colette nous dit que vous fassiez grève, c'est votre droit, mais tout dégrader, non, car c'est le peuple qui va payer, et ça n'est pas votre droit. Véronique Reissoult, l'Institut de sondage Odoxa a travaillé pour Dentsu Consulting et pour Le Figaro, et a sondé les Français, et en fait, ils sont assez équilibrés, les Français, sur ce dossier de la réforme des universités en général. Oui, parce que vous avez 52% des Français qui sont favorables à la sélection sur dossier, donc 52%, ce n'est pas une large majorité. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le clivage d'âge. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, plus vous êtes jeune, plus vous êtes opposé à cette réforme. Donc vous avez 61% des jeunes qui sont plutôt opposés. Vous avez aussi 62% des jeunes qui sont opposés à une intervention de la police. Globalement, on sent qu'il y a un vrai clivage entre les deux. Et même dans l'expression sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un vrai clivage entre ces deux, entre les générations. Plus on est vieux, plus on est répressif, en gros, et plus on est vieux, plus on est pour la sélection. Si je caricature, mais c'est un peu ça. Sachant que je vous propose sur un point qui est ce sujet avec les syndicats. Quand on regardait ce que les uns et les autres disaient, au-delà de Tolbiac, mais ça s'est encore renforcé là sur Tolbiac, c'est qu'en fait les jeunes, quand ils s'expriment en ligne, leur sujet, c'est qu'ils disent on n'a pas été consultés. Donc c'est pas tant la réforme en soi qu'un problème de consultation. Et ils disent que pour eux, les syndicats ne les représentent pas forcément. Et ce qu'ils demandent, c'est une consultation, une sorte d'état généraux numérique, en disant on aimerait bien pouvoir donner notre avis, être consultés. Et donc c'est pas un sujet de syndicat, c'est pas un sujet de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, contrairement à ce qu'on peut lire souvent. C'est plus un sujet de... Voilà, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie qu'on les écoute et ils aimeraient bien que ce soit à travers leur propre voix, donc une voix numérique. Et les tweetos du Figaro, on leur a aussi demandé leur avis. Selon vous, est-ce que cette évacuation arrive trop tard? Je ne sais pas si on a déjà... Alors évidemment, ce n'est pas un sondage, parce que vote qu'ils souhaitent. Oui, 72% considèrent que cette évacuation arrive trop tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même sondage dont parlait Véronique Reissoult à l'instant, quand on a sondé les Français, alors c'était avant l'évacuation, en disant est-ce que vous trouvez que le gouvernement il est ferme, trop ferme, pas assez ferme? En fait, c'est extrêmement balancé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un reproche généralisé d'une forme de laxisme par rapport à ce traitement. Hervé Nathan, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je trouve dommage dans cette occurrence-là, c'est que les questions de maintien de l'ordre, d'occupation, etc., occultent complètement
à mon avis, le problème de fond de cette réforme, qui sont réels. C'est-à-dire que si on prend par exemple Parcoursup, nous, mes collègues du site web de Marianne sont allés enquêter vraiment sur comment on gérait l'algorithme, comment on gérait les questionnaires que les futurs étudiants doivent remplir pour accéder au premier cycle. Par exemple, que deviennent, qui va lire les lettres de motivation, qui va lire les CV, de quelle manière c'est noté, parce que noter le CV d'une personne de 17 ans, moi je ne saurais pas faire par exemple, mais il paraît qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. En fait, tout ça n'est pas vrai. Il va y avoir 45, il y a des facs qui reçoivent 45 000 candidatures. Personne ne va lire 45 000 CV, 45 000 lettres de motivation. Donc, il y a un vrai problème, il y a des vrais biais. Alors, pour le coup, il y a des vrais biais, ce qu'on appelle les biais en statistique, il y a des biais sociaux, il y a des biais qui vont biaiser les décisions, et on risque d'avoir beaucoup d'insatisfaction, sans compter qu'il peut y avoir effectivement, d'ores et déjà, il y a des gens qui avertissent en disant il y aura des gens qui seront sur le carreau en septembre. Donc, cette réforme est une réforme très importante parce qu'elle concerne toute une génération. Ce matin, on a 60% d'une classe d'âge qui veut rentrer à l'université et qui compte dessus pour son avenir. Donc on n'est pas sur des choses légères, on est des choses qui sont profondes du point de vue de l'intérêt du pays, et on discute de savoir. Enfin, c'est de la faute d'une partie des occupants qui acceptent de se laisser déborder par des gens qui sont complètement en dehors de Parcoursup. C'est un peu ça le reproche qu'on peut leur faire, c'est-à-dire au lieu de parler de Parcoursup, ce qu'on a nous est allé voir, c'est que il y a des comment ça s'appelle, il y a des ateliers racisés, c'est-à-dire il n'y a que les blancs que les noirs ou que les femmes qui ont droit d'y assister, etc. Il y a beaucoup d'autres choses, on parle de beaucoup d'autres choses dans ces occupations que de Parcoursup. De la même façon, Parcoursup, et derrière Parcoursup, il y a le problème des crédits qu'on donne aux universités qui sont largement suffisants, etc. Ça, c'est des vrais problèmes. Et quand on parle de maintien de l'ordre, évidemment, tout est masqué. Un dernier mot là-dessus. Oui, je veux dire, on parle beaucoup des dégâts, mais dans les images que j'ai vues l'amphi de Tolbiac. En fait, j'y étais, moi, dans cet amphi de Tolbiac. Ah, c'était vous. J'y étais quand j'étais en histoire. Ah oui, pardon. Il y avait 900, j'étais en première année, il y avait 950 élèves, alors qu'il est prévu pour 600, je crois. Ouais. C'est une catastrophe. Et je vois que absolument rien n'a changé. Donc, quand on parle des dégâts, il ne faut pas oublier les coûts, les non-investissements qui ont été faits dans les universités, des endroits où c'est une catastrophe. En parlant des dégâts, il faut aussi savoir, moi, en novembre-décembre 1995, j'ai occupé la Sorbonne avec nos camarades. Il y a eu un peu d'échauffourée avec la police, mais au même moment, il y avait des grandes grèves un peu partout, et en particulier chez les cheminots. Je souhaiterais dire aux gens qui pensent qu'effectivement, il y a quelques dégâts, surtout faits par des petites minorités qui ne représentent pas l'ensemble des étudiants engagés dans la lutte contre Parcoursup. Mais il y a des gens qui, en novembre-décembre 1995, où il y a eu des tags, il y a eu un peu de dégâts, il y a eu des bancs cassés, mais ils ont fait en sorte que les Français ne perdent pas la sécurité sociale. Et les Français ne s'imaginent même pas combien ils auraient perdu d'argent si, justement, ces étudiants, ces cheminots, ces gens ne s'étaient pas mobilisés. Là, vous faites allusion à la grande grève contre le plan Juppé de réforme de régime des retraites. Si la CGT et le CNPF avaient mieux géré la sécurité sociale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de réformer. On ouvre un autre débat. Sur la sélection, c'est le gouvernement qui gère la sécurité sociale. Sur la sélection des dossiers, sur la sélection des dossiers, le gouvernement sait que ça ne marchera pas. J'ai plusieurs amis enseignants. J'ai été enseignant aussi à Versailles-Saint-Quentin et à Bordeaux. Des amis me disent qu'ils vont avoir 500, 600, 700 dossiers en un mois à gérer. Tout le monde sait bien au ministère, à moins que ce soit des imbéciles, mais je ne crois pas, ils le savent très bien, donc ça ne marchera pas, c'est volontairement fait pour refaire une autre réforme derrière. On ne sait pas laquelle. Dans quelques mois, pour voir comment fonctionne Parcoursup. Et le dernier mot à nos internautes, à OneShot en l'occurrence, qui nous dit 60% des étudiants ne passent pas la première année de fac, mais ils veulent la fac pour tous sans sélection. Effectivement, c'est un autre débat, est-ce que la sélection doit se faire à l'entrée ou au bout d'un an? Mais ce n'était pas le thème du jour. Pour la sélection, et souhaiter que la sélection se fasse sur des critères méritocratiques, selon, et pas des critères sociaux avec des biais. Nous referons sûrement un débat sur la sélection, ne serait-ce que quand on aura effectivement les premiers résultats de Parcoursup. Mais je vous propose de passer à un autre sujet du jour. Depuis ce matin, en Normandie, des voitures banalisées circulent avec des radars à bord, des radars invisibles qui permettent de mesurer la vitesse des automobilistes sans se faire repérer. Il se trouve que ces voitures sont conduites par des opérateurs privés, puisque la police a souhaité se décharger de ce travail, plus exactement le ministre de l'Intérieur l'a souhaité, et ça ne réjouit pas du tout Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui a plusieurs motifs d'insatisfaction en ce moment, mais dont celui-là. Écoutez-le sur France Info.
Même les radars sont privatisés. Enfin, vous voyez. en tout cas, ce sont des entreprises privées qui font une partie des contrôles bord des voitures. Ils sont privatisés. On a dernièrement, je crois, à Paris, quelques exemples de privatisation sur le stationnement qui ne sont pas très... Ça n'a pas bien marché à Paris avec une société. On va dire ça comme ça. Ça n'a pas bien marché, restons pudiques. Guillaume Bernard, vous qu'on a déjà entendu défendre le service public sur ce plateau, ça vous choque que les contrôles routiers soient confiés à des sociétés privées ? Oui, parce qu'on peut parfaitement déléguer un service public industriel et commercial à une entreprise privée, mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit de la poursuite et de la sanction d'une infraction pénale. C'est-à-dire que c'est les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que l'État donne ses fonctions régaliennes, la justice, à une entreprise privée. Là, très sincèrement, je suis plutôt du côté des associations d'automobilistes ou de motards. Je pense par exemple à la Ligue de défense des conducteurs, qui sont outrés par cette chose-là. J'avoue que moi, je suis choqué par cette privatisation. Si l'État... que les policiers ont d'autres choses plus importantes à faire. Vous avez parfaitement raison. Si l'État n'a pas les moyens de pouvoir mettre, je dirais, au service des fonctions qui sont les siennes et des fonctions régaliennes qui sont les siennes, je dirais, n'a pas les moyens pour assurer ces fonctions-là, peut-être qu'il faudrait qu'il abandonne d'autres choses qu'il fait et qui ne sont pas, évidemment, de sa véritable compétence et du cœur de sa compétence. Alors, cette annonce, Véronique Reissoult, arrive après tout le débat qu'il y a eu sur la limitation à 80 km/h. Est-ce que ce dossier, on va dire, de la vitesse sur la route fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux? Alors, il fait parler depuis longtemps. Ça a d'abord été un signal faible. Maintenant, c'est un signal plus que fort. C'est un signal qui dépasse largement les clivages politiques. C'est un sujet que les internautes supportent mal, les Français supportent mal, très mal même, qui renforce deux sujets importants pour Emmanuel Macron. Le premier, c'est cette distance entre la ville et la campagne. Alors, on ne dit pas campagne, on dit territoire, si on veut être élégant, mais voilà. Mais c'est beau, la campagne. Oui, mais voilà. C'est aussi élégant. Et ce point-là, justement, on va y venir sur le bocage, mais ce point-là, il est extrêmement important. L'autre point qui crispe, franchement, c'est que les Français sont prêts à faire pas mal d'efforts en se disant si ça améliore le chômage, si ça améliore l'économie, on verra, on peut attendre, on en a souvent parlé, il y a une sorte d'attentisme positif, mais là, tous disent non, ce sujet-là, c'est pas la peine d'y aller. Encore plus si vous n'avez pas les moyens de contrôler vous-même et que vous devez sous-traiter à une société privée. Et en plus, ça donne des petits points de crispation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 12 avril, notre président de la République a fait une interview sur TF1 pour le 13h. Et pendant le 13h, il a rapidement abordé le sujet des 80 km/h qui énerve, mais sur Twitter, sur son compte, c'est donc pas lui, c'est son communicant, mais voilà, on va dire que c'est lui, il a tweeté un tweet qui a été repris depuis et qui a encore détourné là, maintenant, qui est le déplacement moyen, quand on est à la campagne, c'est 40 km/h, avec la baisse de la vitesse autorisée, cela prendra 2 minutes de plus. Cela ne mérite pas les coups de sang qu'on a pu voir. Autant vous dire que ça ne mérite pas les coups de sang. Il a un peu détourné parce que les uns et les autres disent donc en plus on nous méprise parfaitement, on ne nous écoute pas, on ne fait pas attention, on nous donne des leçons de vie perpétuellement. Donc ils sont fort mécontents. Et quant au sujet de la privatisation, comme de toute façon à la base ils n'étaient pas très contents sur le sujet de l'augmentation, enfin de la baisse de la vitesse et le fait qu'ils allaient devoir payer plus, que c'était compliqué, ça fait un sujet de plus. Et si je devais vous faire un gros package de ce sujet-là, il y a donc la privatisation, les radars, la vitesse, on a les contrôles techniques aussi des voitures qui visiblement les exaspèrent, et aussi le prix du diesel. Ben, avec tout ça, vous avez une jolie base pour que tout le monde s'énerve franchement. Même des gens aussi raisonnables que les sénateurs d'ailleurs protestent. Prenons cet exemple de Philippe Bas, qui est le président de la commission des lois du Sénat, qui n'est vraiment pas un excité, qui est un homme de droite plutôt modéré, même très modéré, et qui dit mais c'est pas raisonnable de réduire comme ça la vitesse de manière uniforme. On ferait mieux que de demander à chaque président de conseil départemental de voir avec le préfet les routes qui sont vraiment dangereuses pour faire ça au cas par cas. On en a déjà parlé sur ce plateau de la limitation de vitesse à 80 km/h. Je reviens sur la privatisation des radars. Hervé Nathan, est-ce que ça vous choque ou bien est-ce qu'il faut être pragmatique?
On commence à être vraiment pragmatique. Si on considère que le stationnement dans les villes a été entièrement déclassifié, c'est-à-dire que ce n'est plus du ressort de la puissance publique, mais c'est des entreprises privées qui partout peuvent relever ce qui avant était des infractions et maintenant ça s'appelle, je ne sais plus, ça porte un nom de façon à ce que ça ne fasse plus apparaître que c'est une sanction qui vient de l'État, enfin de l'État ou de l'administration. Donc ça, c'est privatisé. On a même des cas où, si je me souviens bien, où un même groupe avec 2 filiales peut gérer à la fois les parkings et les tarifs des parkings, et aussi l'enlèvement des voitures, ainsi que l'éventuelle sanction. Donc on peut avoir des entreprises privées qui gèrent à la fois, qui peuvent mettre la pression sur le stationnement, de façon à conduire les automobilistes qui veulent se garer dans leur parking, où ils feront la caisse enregistreuse. C'est quand même ça que ça veut dire quelque part. Dès qu'il y a privatisation, il y a recherche du profit. C'est pas un gros mot de dire. Donc c'est quand même ça un des problèmes. On peut avoir la même chose sur les routes. Je rappelle que c'est la 2e fois qu'on privatise, dans la période récente, c'est la 2e fois qu'on privatise la perception d'un impôt. Puisque c'était puisque l'État avait décidé dans l'écotaxe, avec les portiques, vous vous souvenez, les portiques l'écotaxe, il avait décidé, la réforme faisait que c'était une entreprise privée qui était chargée de lever l'impôt, et c'était une première en France. Donc voilà, donc petit à petit, il va falloir s'habituer, comme vous dites, être moderne et accepter que de plus en plus d'agents privés remplissent des fonctions de l'État. Je pense que c'est une des tendances, non pas du macronisme, parce que ça vient d'avant. Macron n'avait pas inventé les portiques, mais en revanche, il y a une tendance lourde d'une partie du personnel étato-politique de notre pays. Je vous donne des réactions d'internautes. Le droitiste qui nous dit « Je suis contre ». C'est à la police et à la gendarmerie d'intervenir. Presque tous les internautes sont contre, en fait, me dit Jean-Baptiste Emergent, qui décrypte tous vos messages sur les réseaux sociaux. Whitestone qui nous dit « La perception de la population sera plus positive envers les gendarmes ». Qui sont pourtant critiqués pour fliquer la route. Niconux nous dit bientôt le code de la route sera intégré à l'intelligence artificielle des voitures autonomes. C'est vrai que c'est elles qui décideront à notre place de la vitesse à laquelle il faut aller. Et puis, c'est la question du jour pour les internautes du Figaro. Approuvez-vous que les contrôles de vitesse embarqués soient confiés à des prestataires privés? Eh bien, les plus de 15 000 personnes qui se sont prononcées sont contre à 85%. Et quelque chose me dit que Georgi Kuzmanovic, même si ce n'est pas le cas tous les jours, va être d'accord avec les internautes du Figaro. En tout cas, sur ce sujet. Je pense que les internautes du Figaro sont des citoyens, et des citoyens de la République française. Et ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un projet de civilisation qu'incarne à la perfection Macron, mais qui n'est pas le premier, mais il l'incarne à la perfection. Et ce qu'il fait, c'est un grand bond en arrière. Il y avait une époque où il y avait des rois de France, et ils avaient des fermiers généraux. Dites pas de mal des rois de France, ça va faire de la peine à Guillaume Bernard. Je parle du mal des fermiers généraux, qui étaient fort mal aimés des citoyens, comme ils l'ont indiqué dans les cahiers de doléances. Et les fermiers généraux, qu'est-ce que c'était? C'était une privatisation de l'impôt qui devait être perçu par le roi, mais qui disait « Mais mon cher duc, percevez 100 000 ducats ou 100 000 livres, et puis le reste, ça sera pour votre tirelire. » Eh bien, c'est ce qui se passe. Et c'était les guerres atroces dans les campagnes, en particulier par chez vous, avec les gabelous. Qu'est-ce qui se passe? C'est la privatisation, vous l'avez dit, d'un pouvoir régalien. C'est inadmissible dans la République française. Je ne suis pas étonné que, y compris des gens de droite, soient parfaitement contre. Et l'argument selon lequel il n'y aurait pas assez de policiers, bah oui, il n'y en a pas assez, puisque leurs effectifs sont supprimés depuis Sarkozy, sous Hollande, et ils ne sont pas renforcés sous Macron, quelles que soient les annonces qui sont faites. Et les trois pour la même raison, parce qu'ils suivent les directives imposées par l'Union européenne qui demandent la réduction des budgets d'État. Les budgets d'État sont les universités, comme on en a parlé, les policiers, les hôpitaux, les pompiers, les militaires. Et donc tout le monde, c'est pas étonnant qu'on arrive à cette situation. Donc c'est incroyable que ce soit qu'on en arrive là. Et le secrétaire général, j'ai trouvé de la CGT était bien effectivement pudique, parce qu'il rappelle ce que vous avez dit, c'est la société Strito, qui s'occupe des 2/3 des sanctions dans Paris et qui en même temps qui est une succursale des parkings Indigo. Donc c'est génial. Là, vous l'avez très bien décrit, ces gens-là, certains n'avaient pas le permis, certains étaient contrôlés sous cannabis, et évidemment, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que les radars qui avaient été initialement mis pour réduire le nombre de morts sur les routes, ce qui est très très bien, et pas pour remplir les caisses de l'État, en fait, sont des machines à cash, puisqu'elles sont suffisamment rentables pour être privatisées. Donc ces gens-là
comme ils sont privés, vont encore plus aggraver. Parce qu'on pouvait être sûr qu'avec un policier ou un gendarme, on avait un agent de l'État qui aurait sanctionné une personne qui réellement dépassait. Là, on va avoir des gens qui vont faire du zèle, qui vont sûrement avoir des petites primes pour avoir des meilleures fins de mois. Et voilà, ça va provoquer une colère généralisée. Même si félicitations. Le plus souvent, c'est quand même la machine et pas le gendarme qui regarde si la personne va trop vite ou pas, parce que les radars, ils sont presque tous automatisés aujourd'hui, même s'il reste quelques gendarmes avec les jumelles. Oui, ben, j'imagine qu'on aura des effets où on réglera le radar, puisque ça sera privatisé un peu plus bas. On verra. Il y a eu des PV illégaux à Paris, quand même. On pourrait prendre vraiment au sérieux la volonté de la puissance publique de favoriser la sécurité routière si elle faisait des investissements dans les infrastructures. C'est ça qui est véritablement, je dirais, cause d'accident. Si était pris en considération le fait que certaines routes qui peuvent appartenir à la même catégorie des routes départementales ou communales, etc., étaient, je dirais, avec des vitesses différentes en fonction de la dangerosité réelle de la route. Or là, en fait, on a un système, je dirais, d'uniformisation du système dont on peut effectivement se demander s'il n'a pas pour but plus de faire des recettes fiscales que de faire véritablement de la sécurité routière. On laisse le dernier mot à nos internautes et à OneShout qui nous dit on en arrive même à uberiser la sécurité. Macron devient de plus en plus inquiétant, tandis que Catherine nous dit la privatisation des radars, ça veut dire faire de l'argent, ce n'est plus de la prévention routière. Passons à un sujet politique. Nos confrères de Paris Match ont publié cette semaine un sondage de l'IFOP qui a interrogé les Français pour savoir comment ils voteraient si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce week-end. Eh bien, Emmanuel Macron arrive très largement en tête avec plus du tiers des voix au premier tour. Et derrière, c'est Marine Le Pen qui pointe en deuxième position avec 23% des voix, assez loin devant Jean-Luc Mélenchon, 16,5%, et très loin devant Laurent Wauquiez, qui est à 8%. Alors, ça peut surprendre, on a beaucoup dit que le Front National, que Marine Le Pen en particulier, avait beaucoup dégringolé en légitimité dans le pays, notamment à la suite de son débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Or, il apparaît, Hervé Nathan, que le Front National reste toujours le premier opposant, y compris dans la personne de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous surprend? Ce qui me surprend, c'est le magnifique score de Benoît Hamon qui progresse. Alors, Benoît Hamon, il est à 7%. Bah oui, il a gagné un point, c'est ça, par rapport au premier tour de la présidentielle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était pas bien pour M. Wauquiez. Parce d'une certaine manière, je ne sais pas si Marine Le Pen est indestructible ou pas. Je pense qu'aucun leader politique n'est indestructible, ni d'ailleurs n'est totalement mort avant d'être vraiment dans la tombe. En revanche, ce qu'on sait, ce qu'il faut constater, c'est la solidité du socle électoral du Front National. C'est ça que, voilà, c'est une constante de notre pays depuis des années et des années. Et d'une certaine manière, on ne voit pas, ce que dit le sondage, pour le moment, on ne voit pas le jeu à deux, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en train d'être bousculé. Et pour Laurent Wauquiez, peut-être la leçon à tirer, c'est que le jeu qui consiste à être plus mariniste que Marine Le Pen, ça ne semble pas payer, parce que là, il est en train de rejoindre Benoît Hamon. C'est un peu de l'analyse politique de spécialistes, mais globalement, Marine Le Pen, vous nous aviez dit, je me souviens il y a quelques semaines, que l'intérêt pour elle et son parti avait beaucoup baissé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours le cas? Là, forcément, avec ce sondage, c'est reparti, on en parle plus. C'est surtout les militants du Front National qui n'avaient pas toujours grand-chose à dire, ça remonte le moral. Donc autant vous dire que là, ils l'ont beaucoup relayé. Alors souvent, eux, ils l'expliquent par deux raisons. Bien sûr, la personnalité de la présidente, pour eux, qui est très bien. Mais surtout, les militants, ils trouvent que c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a plus d'opposition. Ils trouvent que Wauquiez n'est pas à la hauteur. Et puis surtout, ils l'expliquent par des, on va dire, nettoyages internes qu'ils commencent à... Enfin voilà, quand ils s'expriment sur les forums un peu spécialisés, ils disent forcément, maintenant qu'il n'y a plus Philippot, maintenant que c'est beaucoup plus... On se retrouve, c'est normal, les gens peuvent se projeter. Enfin voilà. Je ne vous dis pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le ressenti qu'ils ont et l'expression qu'ils ont aujourd'hui. Georgi Kuzmanovic, ça n'est qu'un sondage, mais il y a quand même 7 points d'écart entre Marine Le Pen et votre champion Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire quelque chose politiquement au-delà de toute polémique? Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 18 mois et de se rappeler que ce genre de sondage ne signifie rien à part la mise en valeur médiatique volontaire de Marine Le Pen.
il y a 18 mois. Vous pensez que c'est les sondages qui sont truqués ou... Elle était donnée à 30%. Et Jean-Luc Mélenchon à 10%. On a bien vu ce qui s'est passé après une campagne présidentielle, quand les gens ont réellement voté. Donc Marine Le Pen, et le Front National en général, est surévaluée avec des desseins politiques. Ne parlons pas du fait que là, on est loin de 2 élections et que donc les sondages sont toujours sont en général aléatoires, mais là, sont encore plus aléatoires. Et puis que ce sondage arrive, si je comprends bien, au moment où c'est le dernier sujet favori qu'a conservé le Front National, puisqu'il a abandonné visiblement tout son discours social, c'est question de migrants. Bon, ça intervient à ce moment-là où on le voit bouger, parce que comme premier opposant, le Front National, il se pose là. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez entendu quelque chose du Front National sur le fait que Mme Belloubet reculait sur le fait qu'il n'y aurait pas de parquet national antiterroriste, ou qu'on abandonnait la garde des Sceaux, oui, Mme Belloubet, et qu'il n'y aurait pas de deuxième parquet antiterroriste? Non. Pourtant, c'est un sujet qui les intéressait. Rien, pas une ligne, même pas un tweet. Vous les avez entendus, surtout les 5 qui ont été élus, puisque j'étais candidat dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, sur un territoire dur socialement, réagir à quoi que ce soit face aux mesures ultralibérales menées par Macron? Rien. Il n'y a même pas un bout à l'Assemblée nationale. Alors, comme opposant, il se pose franchement là. C'est vraiment un sondage qui, comme d'habitude, sert à préparer le terrain pour l'européenne qui vient dans un an et de dire le vrai parti d'opposition, c'est Marine Le Pen. Et notre gardien de la démocratie et des droits de l'homme et de la liberté et du libre marché, c'est bien entendu le paladin Macron. Alors, je ne suis pas là pour faire l'avocat de l'Institut IFOP. Enfin, ce sont a priori des gens sérieux. Donc, je pense que s'ils posent cette question, ils ont la réponse à un moment T. Après, on en fait l'analyse politique qu'on veut. Mais en tout cas, je pense qu'on peut porter foi à ce sondage avec toutes les limites que révèlent toujours les sondages. Guillaume Bernard, ça vous surprend cette résilience, comme on dit aujourd'hui, de Marine Le Pen ? Pas complètement, dans le sens où, évidemment, il y a, je dirais, des blocs politiques qui se sont dégagés avec, je dirais, les dernières années, qui se sont cristallisés, évidemment, avec la grande coalition réalisée par Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, on a 3 blocs. On a un bloc de gauche, on a un bloc, la grande coalition libérale sociétale et libérale économique, et puis on a une droite. Si vous additionnez Wauquiez, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, etc., vous avez un score qui est important. Ce que, tout de même, je voudrais dire, c'est que on voit, en théorie, dans ce sondage, que LR passe donc de Fillon 19 à Wauquiez 8%. 19, c'est le score au premier le score tour de Fillon. Or, Marine Le Pen passerait de 21 à 23. Ce qui n'est quand même pas, je dirais, une progression énorme. C'est-à-dire, où sont passés les électeurs de Fillon? Et ils basculent chez Macron. Autrement dit, moi, je veux bien que les militants du Front National s'enorgueillissent de passer de 21 à 23, mais quand, dans le même temps, LR passe de 19 à 8 et qu'ils ne récupèrent que 2, en plus, passer de 21 à 23, on est dans les marges d'erreur. Ouais. Donc, par conséquent, évidemment, ça ne signifie pas quand même pas grand-chose. Donc, non, que le Front National persiste parce que, évidemment, il y a des enjeux dans la société qui, correspondent au discours et à l'image que ce parti, je dirais, projette et incarne, je dirais, dans l'opinion publique, ça n'est pas complètement étonnant. Mais qu'en revanche, justement, face à, je dirais, une situation politique où il serait en théorie capable, je dirais, d'opposer une doctrine, de faire naître une droite alternative, on voit qu'ils en sont absolument incapables. On voit bien que, dans le fond, les LR et le Front National, et même d'une certaine manière Nicolas Dupont-Aignan qui cherche à être présent lors des européennes, ils cherchent quoi? Ils cherchent avant tout à faire une primaire de la droite lors des européennes, en s'imaginant que celui qui sortira en premier pourra s'imposer 3 ans après à la présidentielle. Ce qui est parfaitement ridicule parce que c'est 3 ans avant la présidentielle et c'est pas du tout le même corps électoral. On a 40% de participation aux européennes, on a 80% de participation à la présidentielle. Donc en fait, on est avec une droite ou des droites qui ne cherchent pas à créer une force, une dynamique, un mouvement pour contrer Emmanuel Macron et le repousser à gauche. On a une droite qui est absolument incapable de s'organiser et qui préfère jouer à la guéguerre entre eux. Bon, c'est de mauvais augure pour leur avenir.
Je voulais juste vous dire que les militants, 21-23, oui, en fait, ils se réjouissent plus du fait que, comme depuis le deuxième tour, ce fameux débat, on dit tout le temps, on lit partout que Marine Le Pen avait perdu du crédit, qu'elle n'était plus à la hauteur et tout. En fait, c'est surtout ça dont ils sont contents, c'est cette relégitimation de leur leader. N'oublions pas que, quand même, moins de voix aux élections au premier tour des législatives de 2017 pour le Front National que pour les législatives de 2012. Alors, bien sûr, le summum des résultats à la présidentielle, mais en même temps, un très mauvais résultat au premier tour des législatives. Donc, je crois qu'il faudrait que, à mon avis, il faut qu'ils calment leur joie. Alors évidemment, devant cet éparpillement des voix de droite et des consciences de droite, éparpillement qui se confirme d'un sondage à l'autre, eh bien, il y a un thème récurrent, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est celui de l'alliance des droites. Écoutez ce qu'en disait ce matin chez Yves Tréhard, donc au talk du Figaro, Robert Ménard. Robert Ménard, c'est le maire de Béziers, qui a été élu avec le soutien du Front National, mais qui a déjà annoncé qu'aux prochaines municipales, il irait tout seul. Il faut tous se retrouver ensemble. Il faut contraindre les partis politiques à faire ce qu'ils ne feront pas. Est-ce que vous sentez que chez les Républicains, il y a des gens qui viennent vers vous? Attendez, tous les jours, c'est fini. Thierry Mariani, il est vers vous? Bien sûr, oui. Il a signé un texte, c'est la première fois. Il avait dit, je pourrais discuter avec des gens comme moi. Oui. Là, il a signé un texte avec nous. Et au Front National, il y a des gens qui viennent vers vous? Mais bien sûr. Regardez ce qui se passe en Gironde. Il y a, dans une des villes de Gironde, vous avez essayé des gens, des Républicains du Front National qui se battent ensemble pour pouvoir faire une liste au municipal. Nous, on est un exemple de ça. On est une réussite de ça. On dirige une ville avec, dans ma liste à moi, des gens du Front National, de Debout la France, de Villiers, des Républicains. Et personne n'a exclu personne, il faut faire remarquer. Ils ne pourront pas. C'est ça pour ça que je suis optimiste, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle envie d'union de la droite que ni le Front National, ni les Républicains, ni qui que ce soit commenceront à virer tous ceux qui accepteront plus les barrières. Alors, chez les internautes du Figaro, à qui ont posé la question hier, cette question d'une alliance entre la droite classique et le Front National divise, puisque c'est 54% qui y est favorable sur 45 000 votants. Et on répète que ce n'est pas un sondage. Guillaume Bernard, c'est l'une de vos spécialités, c'est l'alliance possible des droites, ou souhaitable peut-être selon vous. Est-ce que cette situation telle qu'on l'a décrite à travers ce sondage, ça renforce, à votre avis, cette option que si les droites restent divisées, elles ne reviendront jamais au pouvoir, et que Macron et ses idées sont là pour 30 ans? Alors bien sûr, si les droites restent divisées, elles ne reviendront évidemment, vraisemblablement jamais au pouvoir. Il faut créer une dynamique. La force de Macron, c'est qu'il a clarifié les enjeux idéologiques et qu'il a créé une dynamique. Même s'il n'a pas été élu avec enthousiasme, il a quand même été élu. Mais je crois que pour comprendre, je dirais, cette situation, il faut bien faire attention à distinguer deux choses. D'un côté, il y a la question de l'union des appareils politiques. Ça, de l'autre côté, il y a et je n'y crois pas, parce qu'évidemment, il y a trop de haine, il y a trop de paroles dites, on ne se fera jamais d'alliance. Et puis, il y a la question de l'unité de la droite. C'est-à-dire, à la base, les élus locaux qui se connaissent, qui sont dans les mêmes assemblées, qui savent qu'ils partagent un certain nombre de valeurs. L'unité de la droite, par les militants, par les élus locaux, et qui se fait sur une plateforme commune, sur des valeurs communes. Ça, en revanche, c'est possible. L'alliance des structures partisanes, c'est vraisemblablement à exclure. En revanche, la possibilité de l'émergence d'un courant politique sur la base de valeurs communes, ça, en revanche, c'est tout à fait envisageable. Le dernier mot aux internautes, à Niconux qui nous dit « Vauquier vend son âme au diable ». FN et Républicains sont aujourd'hui malheureusement équivalents. Monsieur Grippin, ou Madame Grippin, c'est probablement un pseudonyme, nous dit non, c'est pas vraiment une adhésion à Le Pen et au Front National, mais le marqueur contestataire se maintient pour ce vote. Quant à One Shot, il fait ce pronostic, tout se jouera avec la présence de Marion, on imagine que c'est Marion Maréchal Le Pen, ou pas, lors de la prochaine élection. Eh bien, nous verrons. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet, on va dire, parasportif. Même si vous n'êtes pas des grands amateurs de cyclisme, vous connaissez forcément Lance Armstrong, ce coureur américain qui a gagné 7 fois le Tour de France, avant d'être destitué de tous ses titres pour dopage. Armstrong risquait 100 millions d'euros d'amende et de condamnations diverses pour ce dopage. Il a préféré transiger avec la justice américaine et payer 5 millions de dollars pour être tranquille. Donc en fait, pour lui, peut-être que maintenant, tout roule. Est-ce que c'était souhaitable d'arriver à une telle transaction? Écoutez, pour clarifier les choses, ce qu'en dit Martin Couturier, c'est évidemment le patron du service des sports du Figaro.
C'est un classique de la justice américaine, on paye, on solde ses comptes et on évite un procès. Est-ce que le cyclisme avait besoin, finalement, la question c'est est-ce que le cyclisme avait besoin d'un procès avec Lance Armstrong? Je ne suis pas sûr. Finalement, Lance Armstrong, c'est une vieille histoire. Le cyclisme essaye de passer à autre chose, essaye d'oublier cette période noire de son histoire. En tout cas, le cyclisme fait tout avec des contrôles antidopage plus musclés que jamais pour essayer vraiment de passer à autre chose. Lance Armstrong avait remporté 7 Tours de France qui lui ont été retirés. Je pense qu'on n'a pas très envie, le monde du cyclisme n'a pas très envie de revivre quelque chose avec Armstrong. Hervé Nathan, je vous voyais sourire quand Martin Couturier disait on va tourner la page du dopage, c'est mieux comme ça. Ben oui, parce qu'en fait, il n'a pas tort. Le cyclisme est en train de tourner la page, c'est-à-dire qu'on se dope. Comme le dopage est secret et caché, donc on ne sait pas s'il n'y en a plus du tout, s'il y en a moins ou autant qu'avant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que plutôt que se doper, semble-t-il, le truc le plus simple, c'est d'avoir un petit moteur électrique à l'intérieur du cadre du vélo. Et maintenant, on est en train d'installer cette année, avant les compétitions sportives, une espèce de quelque chose qui ressemble à un appareil que vous voyez dans les aéroports, dans lequel on fait passer le vélo, qui permet de vérifier s'il n'y a pas un petit moteur électrique à l'intérieur, qui évidemment décuple la capacité physique du coureur. Donc effectivement, l'industrie du spectacle sur 2 roues est en train de passer à autre chose, mais d'une certaine manière, c'est une autre forme de tricherie. On n'arrête pas le progrès. On vous pose la question sur Twitter. Avez-vous l'impression que les choses ont changé dans le cyclisme depuis Lance Armstrong et ses aveux? Vous n'en êtes pas totalement convaincu apparemment, puisque vous êtes 91% à penser que non, et c'est bien l'avis de Whitestone. 81% à penser que non, c'est bien l'avis de Whitestone qui nous dit quelle hypocrisie, combien de dopés au foot, tennis, cyclisme en ce moment. Mais j'en reviens à notre ami Lance Armstrong. Georgi Kuzmanovic, est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on puisse transiger comme ça pour éviter un procès? Vous imaginez bien que oui. D'abord, non, mais Lance Armstrong, c'est une des plus grosses fraudes sportives de l'histoire, qui aurait mérité, contrairement à ce que dit Martin Couturier de l'équipe, d'avoir un jugement pour nettoyer un peu un manipulite qu'il y a eu en Italie avec la mafia, de voir comment se font ces filières. Parce que Martin Couturier du Figaro, bien sûr. Pardon, du Figaro, excusez-moi. Oui, c'est un problème par rapport à cette possibilité qu'on a aux États-Unis de payer quand on est riche pour éviter le jugement. C'est arrivé à beaucoup de gens et c'est encore une fois, c'est un projet de société parfaitement incarné par notre ami le président Macron. Et il ne se dope pas, quand même, il a tous les torts. Non, il ne se dope pas, mais là vous avez une loi qui est en train de passer sur le secret des affaires. C'est justement la même idée, c'est ne pas lever le voile sur ce qui se passe et laisser faire les choses dans les coulisses, même si c'est un peu ragoûtant. Voilà. Guillaume Bernard, 30 secondes là-dessus. Oui. Mon principal problème, c'est de ne pas me tromper de prénom entre Neil Armstrong, Louis Armstrong et Lance Armstrong. Effectivement, j'ai tendance à mélanger. Non, sincèrement, j'aurais tendance à dire que la grande actualité dans le sport, c'est quand même la présence des herbiers dans la finale de la Coupe de France, n'est-ce pas? Et je rappellerai cette phrase mémorable de Philippe de Villiers, n'est-ce pas? C'est le foot couillu contre le foot du fric. Là, effectivement, avec Armstrong, on a effectivement le dopage contre les vrais sportifs. Très sincèrement, voilà, espérons que... Voilà, c'était la phrase. Bravo à Julien Alaphilippe qui a reçu la flèche wallonne Guillaume Bernard. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, chère Véronique? Alors, vous imaginez bien... et qu'est-ce que vous avez à dire d'ailleurs? Parce que vous n'êtes pas uniquement là. Je ne suis pas que la voix. Mais voilà. Non, mais globalement, ils ne sont évidemment pas formidablement satisfaits de cette histoire et on a à peu près résumé ce que les uns et les autres disent. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant et qui est une proposition qu'on a lue beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet autour, plutôt que être dans le contre le dopage et être énervé, on pourrait être pour un sport propre. Et en fait, ce qu'on a lu pas mal, c'est que cette histoire, puisqu'aux États-Unis, on peut payer pour ne pas avoir un procès, ils auraient préféré qu'ils passent un deal, y compris avec la société qui a pris cet argent, pour dire, OK, puisqu'il va payer, cet argent devrait aller à une association qui lutte et qui essaye d'accompagner la prévention, la formation, parce que le dopage commence généralement bien avant le fait d'être un grand sportif connu et internationalement connu. Et donc, en fait, les internautes et beaucoup de gens ont une approche plus pragmatique en disant, puisque de toute la façon, on ne peut pas lutter contre ce système, eh bien, faisons en sorte que cet argent, plutôt qu'aller nourrir une grande entreprise,
nourrissent des systèmes. L'US Postal qui était l'équipe. Mais l'US Postal, eux, ce que les uns et les autres disent, à la limite, comme la FLD en France, des agences qui luttent contre le dopage, qu'on leur donne des moyens pour faire la prévention, de l'accompagnement, et que cet argent a été donné d'un commun accord avec l'US Postal en disant, OK, on récupère, mais on ne le garde pas pour nous, on le donne pour lutter contre ce genre de situation. Ça aurait été plus positif, plus ouvert, et dans le pour et pas dans le contre. Et puis Guillaume Bernard le disait, il ne faut pas confondre Lance Armstrong avec Louis Armstrong, parce que celui-là, on l'adore. Merci à mes petits camarades de la régie qui ont trouvé cette merveilleuse chanson pour terminer Point de vue. What a wonderful world. Bon week-end à tous. Ah ben voilà. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.